Dans cette vidéo, nous allons parler des conteneurs et nous allons déployer une application avec des conteneurs dans AWS. D'abord un petit peu de théorie. Donc les conteneurs, on dit souvent que c'est une nouvelle forme de virtualisation, c'est un petit peu réducteur, mais disons que on a l'habitude de faire des VM. On va donc avoir le hardware de la machine réelle avec un OS dedans, par exemple Windows. Et ce qu'on va appeler un hyperviseur, c'est-à-dire un logiciel pour faire des machines virtuelles. Et cet hyperviseur va simuler à nouveau du matériel, c'est la machine virtuelle, dans laquelle on rajoute encore un système d'exploitation, et enfin une ou plusieurs applications. C'est un petit peu lourd, ça demande beaucoup de puissance, et il y a deux systèmes d'exploitation à gérer. Les conteneurs sont une solution sensiblement plus simple, c'est-à-dire que évidemment on a toujours une machine réelle avec son hardware, avec dedans un OS, et on va avoir donc un logiciel ou une application pour faire des conteneurs. Typiquement, la plus répandue s'appelle Docker. Et avec cette application, on va donc pouvoir faire des conteneurs dans lesquels on ne simule pas de hardware, dans lesquels on met directement l'application et éventuellement ses dépendances, c'est-à-dire les fichiers dont elle a besoin pour fonctionner. Et avec Docker, je peux faire dans la même machine plusieurs conteneurs, là aussi avec une application et ses dépendances, les fichiers dont elle a besoin pour fonctionner. Tout le reste, par exemple les fonctionnalités réseau ou d'autres fonctionnalités qu'on pourrait avoir au niveau de l'OS, puisqu'il n'y a pas d'OS comme dans la machine virtuelle, c'est Docker qui va aller les chercher dans le vrai OS. L'avantage au final, c'est que c'est beaucoup plus léger. On peut faire vraiment beaucoup de conteneurs dans une même machine, alors qu'on va avoir un nombre de machines virtuelles plus limité. C'est très rapide à déployer et ça demande peu de ressources d'une manière générale. Il y aurait beaucoup de choses à dire pour les conteneurs, on pourrait faire de nombreuses vidéos sur le sujet. Mais simplement pour compléter cette petite introduction, Docker donc est la solution la plus répandue pour pouvoir faire des conteneurs. Quand on fait des conteneurs, au début, on part d'une image. Et à partir de cette image, on va pouvoir fabriquer un conteneur. Le conteneur, on peut l'effacer. Tant qu'on a l'image, on pourra refaire exactement le même conteneur sans problème. Et donc, l'image, c'est la base pour pouvoir créer des conteneurs. Il faut donc les stocker quelque part. On stocke les images dans ce qu'on appelle un repository. Et le repository, pardon, le plus connu et le plus utilisé, au moins au début, c'est un site web qui s'appelle le Docker Hub. Qui est public, qui est gratuit et dans lequel tout le monde peut aller déposer, entreposer des images pour faire des conteneurs. Et si les images sont publiques, on peut les télécharger gratuitement et s'en servir pour fabriquer nous-mêmes des conteneurs. Donc dans AWS, il y a plusieurs services pour faire des conteneurs. Le plus connu, c'est ECS, Elastic Container Service.
On pourrait faire un repository pour entreposer les images dans AWS aussi, mais nous, ce qu'on va faire, on va mettre en route donc ECS, et avec ECS, on va télécharger donc des images depuis le Docker Hub. Directement dans ECS donc. On va prendre des images publiques. On va faire une application GLPI avec sa base de données MariaDB. Voilà le programme et sans plus attendre, nous nous rendons dans la console de gestion AWS. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, le service AWS pour faire des conteneurs s'appelle donc ECS. Je vais rechercher ECS. Le voilà, Elastic Container Service. Je clique dessus. J'arrive sur la page et là, il y a la première chose qu'il me propose, bon, c'est faire la mise en route, mais c'est surtout dans la colonne de gauche que ça va nous intéresser. Je vois que je peux faire des clusters et aussi des définitions de tâches, entre autres. Il y a encore d'autres réglages comme les paramètres de nom, quoi, mais on va pas tout voir dans cette vidéo, ça serait trop long. Et donc, dans ECS, ce qu'on va faire, c'est un cluster dans lequel il y aura nos deux conteneurs. Et dans ce cluster, il va y avoir une tâche qui va dire d'exécuter les deux conteneurs. Et pour faire une tâche, il faut avoir fait avant une définition de tâche. C'est un petit peu alambiqué, mais voilà. En gros, un cluster, il peut faire d'autres choses, mais nous, ce qu'on va faire, le cluster, il va exécuter une tâche. Cette tâche, on va la fabriquer à partir d'une définition de tâche qu'on va faire au préalable. Et cette tâche, elle va dire, dans le cluster, on exécute GLPI et MariaDB. Voilà pour le programme. Donc, je vais commencer par créer mon cluster. Je vais dans Cluster, créer un cluster. Là, les réglages sont assez simples. Il n'y a pas grand-chose, puisque on voit déjà quasiment tout. On voit bien qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais déjà donner un nom à cluster. Je vais l'appeler GLPI. Réseau, je vais laisser par défaut. Ça sera donc dans notre VPC par défaut. Infrastructure, alors, il y a deux manières de fournir la puissance de calcul, parce que les conteneurs, il faut bien qu'il y ait de la RAM et du processeur derrière. Et donc, soit je dis des instances Amazon EC2, c'est-à-dire des VM, soit je dis Fargate. Si je fais du Fargate, je ne vais pas avoir à me soucier, on a déjà vu un petit peu ce genre de concept, de quel OS est derrière, combien il y a de VM, etc. Alors évidemment, il y a de la puissance de calcul derrière, mais pour nous, ça va être transparent avec Fargate. C'est ce qu'on appelle une solution serverless. C'est un grand classique du cloud computing. Du serverless, il y a différentes manières d'en faire dans AWS. Dans Azure de Microsoft, c'est pareil, il y a différentes manières de faire du serverless. C'est simplement, on n'a pas à régler des VM, à choisir un OS, etc. Dans notre cas, ça va directement exécuter les conteneurs. Le serverless, ça peut donc faire des conteneurs. Ça peut faire aussi directement des applications. Toujours pareil, sans se soucier du système qui est derrière, de la puissance. C'est automatique, on n'a rien à faire. Donc, on voit que dans les réglages d'infrastructure de notre cluster, c'est déjà présélectionné pour nous AWS Fargate. Et ça sera donc du serverless. C'est marqué en français entre parenthèses sans serveur. Paiement à l'utilisation. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à vous ne payez que au cycle de processeur près de la puissance que vous avez utilisée. C'est pas comme une VM où tant qu'elle est allumée, ça facture, etc. Là, c'est vraiment tant que votre application ou vos conteneurs ne fonctionnent pas, vous n'êtes pas facturé.
Et dès qu'il y a une requête, une demande qui arrive sur le conteneur, on est facturé. Là, comme je vous ai dit, ça peut aller jusqu'au cycle de processeur prêt. Donc je vais laisser tout le reste des réglages par défaut. Je vais donner un nom. Le réseau, j'ai tout laissé par défaut. Là, c'est déjà sélectionné AWS Fargate pour nous, donc le serverless. Je vais cliquer sur créer et il va me créer le cluster. Ça prend un petit peu de temps. Je vais mettre ce film en pause. Retour donc dans la vidéo. Le cluster a été créé. Et on voit par exemple qu'il nous dit aucune tâche en cours d'exécution. C'est normal, on n'en a pas fait. Si je rentre dedans, je vois qu'il est vide, qu'il n'y a rien dedans. Alors on pourrait faire des services, des tâches, on pourrait régler encore l'infrastructure. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est une tâche. Et pour pouvoir exécuter une nouvelle tâche, comme on l'a dit au tableau blanc, il faut d'abord faire une définition de tâche. Je vais donc aller dans définition de tâche à gauche. Et là, je vais dire créer une définition de tâche. J'ai deux solutions, soit créer une définition de tâche. Le premier choix, je vais rentrer dans un menu qui va me permettre de dire ma tâche, dire quels sont les containers que je veux qu'il y ait dedans et les réglages que je veux faire avec. Ou créer une nouvelle définition de tâche avec JSON. Alors JSON, c'est un type de fichier qui permet d'automatiser pas mal de choses dans le cloud, qui est très utilisé dans le cloud, qui a l'avantage d'être un langage assez facile à lire. Quand on lit un fichier JSON, on comprend assez facilement ce qui se passe. Alors après, bien sûr, un fichier JSON peut être plus compliqué, mais bon, on dit souvent que c'est un langage, le JSON, qui a l'avantage d'être à peu près lisible. Alors nous, on n'a pas de fichier JSON, donc on va créer une définition de tâche à la main, entre guillemets. Je clique donc sur « Créer une définition ». Et là, je vois que dans ma définition, je vais pouvoir faire un conteneur. Ici, si je clique « Ajouter plus de conteneurs », je pourrais en faire un deuxième. Nous, on va donc en faire deux. Je vais commencer par le commencement. Je vais commencer par donner un nom à ma tâche. Je vais l'appeler GLPI underscore MariaDB, puisque cette tâche va mettre en œuvre les conteneurs de GLPI et de MariaDB. Alors, le nom du premier conteneur, ça va être GLPI. Et URI de l'image, là, il faut que je mette, entre guillemets, on va dire, l'adresse du conteneur dans le Docker Hub. Et donc, je vais dire turgon37 / GLPI. Turgon37, c'est le nom d'un repository. Souvenez-vous, on en a parlé dans le tableau blanc, qui est dans le Docker Hub. Le Docker Hub, c'est donc le site officiel de Docker pour stocker des images. Et dans ce site, il y a quelqu'un qui a créé un repository pour stocker des images qui s'appelle Turgon37 et il a mis une image de GLPI dedans. C'est un repository public et donc n'importe qui peut télécharger des images depuis ce repository. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que GLPI dans Turgon37. Mais si on va dans le Docker Hub, donc j'ai googlisé Docker Hub, je clique sur le lien. Alors on n'est pas obligé de créer un compte, je vais aller dans Explore. Et là je vais chercher, alors là on voit tout ça, ce sont des images. On peut avoir une image de Nginx, le serveur web, une image d'Ubuntu, une image de Python, etc. pour la télécharger et faire des conteneurs avec. Mais si je cherche Turgon37, et il me trouve, on voit par exemple ici, bah voilà, Turgon37 GLPI. Turgon37, c'est donc le repository dans le Docker Hub. Et dans ce repository, il y a plusieurs images. Celle qui nous intéresse, c'est GLPI. Moi, je vais cliquer dessus. Et là, je vois que donc il y a tout un tas comment dire, d'indications, de réglages, etc. Alors, on va pas tout expliquer parce qu'il faudrait faire pas mal de vidéos pour pouvoir expliquer tout ça, mais
cette image GLPI dans le repository de Turgon37, elle est publique, je peux la télécharger. Je vois qu'elle a déjà été téléchargée plus de 50 fois, plus de 50 000 fois, pardon. Et donc, moi, je peux l'utiliser ici. Évidemment, il faut qu'elle ait le port 80 ouvert, ça, pas de problème. Et il va y avoir le port ouvert donc sur l'Internet. Je ne vais pas rajouter de réglages à ce conteneur-là. Et je vais donc lui dire que je veux un deuxième conteneur. Et ce conteneur, c'est donc MariaDB. Et ici, je vais mettre MariaDB. MariaDB, c'est une image qui est aussi stockée dans le Docker Hub et qui est, on va dire, entre guillemets, enfin, c'est même pas entre guillemets, qui est officielle. Si je cherche MariaDB, voilà, on trouve ici MariaDB, je clique dessus. Et donc, Docker Official Image qui a déjà été téléchargé plus d'1 milliard de fois. Et donc là, je n'ai pas besoin de préciser le nom du repository. Ça va être, il sait que c'est dans le Docker Hub, il va aller chercher directement l'image officielle. Ce n'était pas une image officielle, il n'y a pas d'image officielle GLPI dans le Docker Hub. On a donc dû spécifier le nom de la repo, comme on dit, avant. Tandis que là, c'est une image officielle, il n'y a pas besoin du nom de la repo. Alors, je vais ajouter des variables d'environnement. Je vais donc variable d'environnement. Ici, il va nous en falloir 3. Ces variables d'environnement, ça va être des réglages pour l'application qui est dans le conteneur. L'application qui est dans le conteneur, c'est MariaDB. Et donc, ça va être des réglages pour notre application MariaDB, pour notre base de données qui est dans le conteneur. Je vais donc commencer à faire les réglages. Le premier, c'est MariaDB User. Il va falloir faire des identifiants pour pouvoir se connecter à la base de données. Alors, en majuscule, MariaDB underscore user. Et là, je vais dire que c'est GLPI. Ensuite, variable suivant, MariaDB password. MariaDB underscore password. Là, on met le mot de passe qu'on veut. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, un dernier réglage, MariaDB root password. MariaDB underscore root underscore password. Le mot de passe de l'utilisateur root de la base de données. Et pareil, je vais mettre la même valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est des variables d'environnement. C'est le mot qu'on emploie ou l'expression qu'on emploie quand on parle de conteneur. À la création du conteneur qui contient la base de données, il va faire ces réglages-là. On retrouve les mêmes noms et les mêmes choses, par exemple, si on fait les conteneurs directement avec Docker au lieu de les faire dans AWS. Je n'ai pas besoin d'ajouter de fichiers, je n'ai pas besoin d'un autre conteneur. Je vais cliquer sur Suivant. Alors, une option, bah oui, c'est déjà AWS Fargate. On voit que derrière, ça va être du Linux quand même. On peut choisir la puissance. Je vais dire, pour notre petit test, la moitié d'un CPU et 1 Go de RAM, ça devrait suffire largement. Taille du conteneur, non. Rôle de la tâche, non plus. Stockage facultatif. Je pense que je vais laisser tout le reste par défaut. Je vais cliquer sur Suivant. Il nous fait une petite récap. Et je vais cliquer sur Créer. Alors, on a l'habitude, il nous dit que la définition de tâche a été créée. Sauf que là, c'est pas directement une VM ou quoi, c'est juste des réglages, c'est juste une définition.
Donc ce coup-ci, c'est créé directement pour de vrai. Nous, on a l'habitude qu'il faut attendre un petit peu. Mais là, c'est juste la définition de tâche. Elle est déjà créée. On n'a pas déployé pour l'instant de conteneur. On n'a pas fait de VM non plus. Donc, il n'y a rien à vraiment déployer. On a juste créé nos réglages. Au passage, si je vais voir ici dans JSON, je vois le fichier JSON les réglages qu'on a fait. Et je pourrais l'exporter ici, télécharger JSON, pour m'en servir plus tard, ce qui m'éviterait d'avoir à refaire la tâche à chaque fois. Tout à l'heure, on a vu quand on créait la définition de tâche, on pouvait le faire depuis un fichier JSON. Je peux télécharger le fichier JSON ici et l'avoir après, le garder pour à chaque fois que je veux refaire une définition de tâche identique. On voit que, si je vais zoomer un petit peu, c'est à peu près lisible, name, MariaDB user, value, GLPI, etc. Ce sont bien les réglages qu'on vient de faire. Alors, il y a 2-3 choses qui sont un peu plus compliquées, mais ça reste quand même à peu près lisible. Je vais dézoomer. Voilà. Maintenant que j'ai ma définition de tâche, je vais aller dans mon cluster. Et dans le cluster maintenant, je peux créer la tâche. Donc je vais dire créer. Donc c'est bien dans mon cluster GLPI. On voit que c'est toujours Fargate, la solution serverless. Il n'y a pas de VM derrière. Alors c'est pas un service que je veux créer, c'est une tâche. Et une fois que j'ai sélectionné tâche, je peux ici, dans famille, voilà, il m'a trouvé GLPI MariaDB, c'est la définition de tâche qu'on vient de faire. Révision, c'est si j'en avais plusieurs versions. Je pourrais changer quelque chose, en faire une nouvelle version, et après, quand je crée ma définition de tâche, dire ici, je veux la nouvelle version ou l'ancienne version, et ainsi de suite. Alors, tâche souhaitée, on va dire une. Groupe de tâches, on va laisser par défaut. On va laisser tout le reste par défaut. Je vais cliquer sur créer. Et là, en cours d'exécution, mise en service, pareil, ça va prendre un petit peu de temps. Une fois que la tâche sera faite, on pourra commencer à tester notre GLPI avec sa base de données. Je vais donc mettre le film en pause. Alors, la tâche est maintenant en cours d'exécution. Je vais rentrer dans le détail de la tâche. Je vois bien que c'est Fargate qui fournit la puissance de calcul. Je vois qu'il y a bien les deux conteneurs qui sont en train de fonctionner, le MariaDB et le GLPI. Il me faut maintenant une IP pour essayer de joindre mon conteneur GLPI dont on a ouvert le port 80 sur l'Internet. Je vais aller donc dans Réseau. Et j'ai ici une adresse IP publique. Je la copie. Alors, je vous dis tout de suite, ça ne va pas marcher. Je vous laisse réfléchir un petit peu à pourquoi. Mais là, ça va mouliner indéfiniment. Parce qu'il y a un réglage qu'on n'a pas encore fait. Et c'est tout simplement, il faut ouvrir le port 80 dans le pare-feu. Et oui, et donc, on n'a rien spécifié, on a juste pris le VPC par défaut. Et donc, ça va être le pare-feu par défaut, le security group par défaut, dans lequel il faut aller ouvrir le port 80. Je vais donc rechercher VPC. Et on va aller directement donc dans groupe de sécurité. Et c'est le groupe de sécurité par défaut, le pare-feu par défaut. Et les règles entrantes. On voit que les règles entrantes, il y a ce qu'on avait fait pour la manipulation avec les machines virtuelles et le load balancer. Je vais donc modifier les règles entrantes. Et il y a le port 3306, il y a tout le trafic qui vient d'un autre pare-feu. Souvenez-vous, on avait fait cette manipulation un peu plus tôt dans la série de vidéos. Mais il me manque une règle entrante depuis l'extérieur, depuis l'Internet, sur le port 80. Je vais donc ajouter une règle.
Alors le pare-feu commence à être ouvert un petit peu à tous les vents, mais si c'est juste pour du test comme ça va. Je vais dire donc sur le port 80 et en provenance de n'importe où, 000, quelle que soit la provenance. Enregistrer les règles. Et maintenant, si je viens ici et j'ai même pas eu besoin de refresh, j'arrive donc à mon application GLPI. Alors, 2 mots sur GLPI, c'est une application de gestion de parc et de ticketing pour dépanner les utilisateurs qui ont des problèmes informatiques. Elle a donc besoin d'une base de données. Pour ceux qui l'ont déjà dépliée, vous allez voir, hein, tout est fait pour nous, c'est pas mal, à part la connexion à la base de données. Donc, je vais mettre en français, je dis OK. J'ai lu et que j'accepte les termes de la licence, c'est une application gratuite. Continuer et installer. Alors, c'est déjà installé, mais c'est juste qu'il y a quelques réglages à faire. Et là, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont déjà fait, avoir tout en vert comme ça dès le premier essai, c'est pas mal, c'est sympa. On voit que les conteneurs, ça a du bon, c'est une des forces des conteneurs. Comme il y a l'application dans le conteneur avec les fichiers dont elle a besoin pour fonctionner, une fois que c'est paramétré, ça marche pareil partout. Quelle que soit la machine sur laquelle vous déployez votre conteneur, il va marcher exactement de la même manière. Et donc, là, on voit que tout est au vert, parfait, continuer. Et c'est là où il faut que je donne les informations. Alors, utilisateur, c'est soit GLPI, soit root. On va y aller avec root. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il faut que je mette l'IP du conteneur. Alors là, il me propose 172.31.42.209. Là, je ne sais pas si c'est la bonne. La bonne IP, nos deux conteneurs sont en quelque sorte dans le même sous-réseau du même VPC. Et donc, il me faut une IP. Alors, je vais retourner dans ECS. Voilà, j'ai mon conteneur GLPI ici. Non, c'est pas les services. J'ai eu peur pendant quelques secondes. C'est une tâche, bien sûr. Je rentre dans la tâche. Et ma tâche, elle devrait avoir une IP privée. Voilà, on voit que c'est pas la même 172.31.11.179. Je copie ça. Et ici, j'indique donc cette IP-là. Et je clique sur continuer pour pouvoir donc connecter GLPI à la base de données. Alors, je dis que je ne veux pas enregistrer le mot de passe. Je dis que je veux créer une nouvelle base de données. Je vais l'appeler GLPI, tout bêtement. Je clique sur continuer. Ça va mouliner pendant quelques secondes. Je vais mettre le film en pause. Et donc, il a mouliné pendant, allez, environ 1 minute, quelque chose comme ça. Il a bien créé la base de données GLPI. Je clique sur continuer. Continuer. Je ne vais pas faire un don. Je continue. Utiliser GLPI. Et j'arrive au login dans mon application. Je vais juste rentrer vite fait. Alors, dans GLPI, le super admin par défaut, c'est GLPI et son mot de passe GLPI aussi. GLPI, GLPI. Envoyer. Et je suis rentré dans GLPI. L'application fonctionne. On n'aurait pas pu rentrer dedans, on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de l'installation si on n'avait pas réussi à se connecter à la base de données, par exemple. Mais comme les conteneurs sont dans la même tâche, il a suffi de mettre l'IP de la tâche et il a trouvé tout de suite le conteneur MariaDB. Alors, il y aurait d'autres façons de procéder, mais pour une première approche, pour une découverte des conteneurs dans AWS, c'était le plus simple. Voilà, la manipulation est finie. Cela fonctionne. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de tout effacer. Et donc, je vais aller dans Amazon, parce que là, si je laisse, ça va consommer de la puissance de calcul. Alors, on est sur un compte d'essai gratuit, mais au bout d'un moment, ça va quand même finir par facturer si on dépasse les quotas, etc. Donc, c'est la dernière vidéo de la série, et donc j'en profite pour rappeler qu'il ne faut pas oublier de tout effacer, tout ce qu'on a fait depuis le début de la série de vidéos. Il y a déjà eu une vidéo dans la série pour dire qu'il fallait effacer, mais je le redis,
n'oubliez pas d'effacer les ressources que vous avez mises en œuvre dans AWS, sinon vous risquez de vous faire facturer. Alors pour effacer, c'est un petit peu compliqué dans ECS. Je vais commencer par aller effacer la définition de tâche. Allons-y. GLPI MariaDB. Je la sélectionne. Et dans Action, j'ai annulé l'inscription. Alors on va pas vraiment l'effacer, mais on va annuler l'inscription. Annuler l'inscription parce que cette définition de tâche, elle est inscrite en quelque sorte, comme quoi elle est utilisée dans un cluster et dans une tâche. On ne pourra pas effacer la tâche si on n'annule pas l'inscription. Et si on ne peut pas effacer la tâche, on ne pourra pas effacer le cluster. Donc, bon. Maintenant que j'ai annulé l'inscription, je vais dans le cluster. Il est toujours en cours d'exécution. Je rentre dedans. Je vais dans tâche. Et là, pareil. Alors du coup, révision inactive, mais je la sélectionne. Et je vais arrêter la tâche. Ça peut prendre quelques instants. Ah non, ça a été rapide. Mais je vais essayer pour voir, parce que je me méfie toujours, vous le savez maintenant, avec AWS qui me dit que c'est déjà fait, et des fois c'est pas tout à fait vrai. Je vais aller dans mon cluster GLPI, je vais essayer, ou plutôt je vais venir ici, supprimer un cluster, voilà, donc je suis rentré dans le cluster GLPI, je suis bien dans GLPI, et je vais supprimer un cluster. Il faut que je lui mettre le texte delete GLPI pour être sûr que j'ai pas fait un mauvais clic et que c'est pas par inadvertance. Et il est en train de supprimer, ça peut prendre un petit peu de temps et je vais de nouveau mettre le film en pause. Ah, il me dit que c'est déjà fait. Bah, parfait, d'habitude c'est un peu plus long que ça. On a eu de la chance. Donc là, j'ai supprimé tout ce qu'on a fait dans cette vidéo. Le cluster, la tâche, les conteneurs, tout ça. Là, je suis sûr, je ne consomme plus de puissance de calcul et je ne serai donc pas facturé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de cette série de vidéos sur AWS. J'espère que vous avez appris plein de choses et je vous donne rendez-vous dans une autre série de vidéos.